Pendant plus de 60 ans, le Sahel semblait suivre une ligne d'alignement immuable, comme figée sur la carte. Puis, en quelques décisions tchadiennes, ce pivot longtemps considéré comme un simple relais extérieur se retourne, ferme un couloir stratégique entier et oblige chaque capitale à relire souveraineté, sécurité et vulnérabilité. Que signifie pour les sociétés de la région ce basculement soudain, lorsque des voix comme celle d'Ibrahim Traoré rappellent que certaines frontières restent perçues comme artificielles? Et si ce déplacement silencieux du centre de gravité ouvrait un espace encore inoccupé? Dans cette vidéo, la promesse est simple et exigeante à la fois: offrir une grille de lecture claire pour comprendre ce que le basculement tchadien vers l'alliance des États du Sahel change réellement pour la région. Avant de parler d'opportunités, il faut regarder les risques immédiats. Perte d'un point d'appui central, fermeture d'un couloir stratégique, incertitude sur la manière dont les partenaires extérieurs vont réagir. L'enjeu dépasse le seul Tchad. Il touche aux équilibres construits depuis 60 ans, à la façon dont les frontières, la souveraineté et la sécurité ont été pensées. En suivant le fil discret qui relie décisions officielles, réactions populaires et recomposition territoriale, le récit propose au spectateur un outil: comprendre pourquoi un pivot qui se retire peut à la fois fragiliser d'anciens dispositifs et ouvrir un espace où les États sahéliens redéfinissent leur marge d'action. Au fond, la question est directe. Un tel glissement géopolitique protège-t-il vraiment les sociétés concernées, ou les expose-t-il d'abord à une phase de vulnérabilité accrue? En apparence, rien ne bouge. Les avions décollent, les bases restent, les cartes stratégiques paraissent stables depuis 60 ans. Pourtant, avec une seule décision tchadienne, ce paysage que l'on croyait figé bascule, révélant qu'un pivot central peut en réalité redistribuer l'ensemble des lignes régionales. Durant ces 60 années, présentées comme un long cycle d'extraction unilatérale, le Tchad fonctionne comme un relais indispensable entre nord saharien et sud subsaharien, encadré par 7 frontières qui en font un nœud logistique et militaire exceptionnel. Lorsque N'Djamena se rapproche de l'alliance des États du Sahel, la continuité territoriale qui en résulte dessine un espace AES agrandi que la source décrit comme plus vaste que l'Inde, obligeant chancellerie, état-major et opinion publique à reconsidérer leurs repères. Ce glissement n'est pas seulement une affaire de cartes ou de couloirs aériens. Il met à nu l'écart entre les récits officiels, qui insistent sur la stabilité, et les dynamiques réelles, marquées par la montée d'attentes populaires et par la critique d'un rapport jugé trop asymétrique aux partenaires extérieurs. Pour plusieurs capitales extérieures, la perte de ce point d'appui central signifie une perte d'yeux et d'oreilles, une capacité diminuée à surveiller les mouvements internes, à encadrer les crises régionales ou à sécuriser les flux liés aux ressources. Dans cette recomposition, des figures comme Ibrahim Traoré servent de point de référence, en rappelant que certaines frontières sont perçues comme artificielles. Elles relient la question de la souveraineté à celle de l'usage concret du territoire. Les références récurrentes à ces trajectoires régionales montrent que le repositionnement tchadien n'est pas lu comme un geste isolé, mais comme un épisode d'un mouvement plus large où plusieurs États cherchent à aligner leur trajectoire. Comprendre ce moment, c'est donc relier 3 échelles: la durée d'un système de 60 ans, la centralité d'un pays aux 7 frontières et l'émergence d'un bloc continental continu dont la taille reconfigure les marges de manœuvre de chacun. Que révèle pour le Sahel cette combinaison inédite de temps long, de géographie serrée et de changement d'échelle? Idriss vit à quelques rues d'une base où, pendant des années, les décollages quotidiens d'appareils étrangers rythmaient ses matinées. Et
Pour lui, ce vacarme aérien n'était pas un symbole abstrait de stratégie, mais un bruit de fond permanent qui contrastait avec l'absence de route correcte, d'éclairage public ou de services visibles dans son quartier. Chaque passage d'avion rappelait qu'une présence massive occupait le ciel, sans transformer réellement le sol sous ses pieds. Lorsque les dernières machines quittent la zone, la scène perd son décor habituel. Le silence qui s'installe ne ressemble pas à un simple apaisement sonore. Il marque une rupture nette dans la manière dont Idriss perçoit la place de son quartier sur la carte. Là où auparavant la base semblait garantir une forme de protection diffuse, l'espace vide apparaît désormais comme un territoire en attente de sens. Un deuxième cas, décrit en filigrane, renforce ce contraste. Dans les marchés proches, la rumeur du rapprochement avec l'AES précède les communiqués officiels. Les discussions ne portent pas sur le tonnage des avions ou sur la technicité des accords, mais sur une intuition partagée que quelque chose se décale entre la présence étrangère et les priorités locales. En suivant Idriss et ses voix anonymes, le récit montre que la recomposition géopolitique ne se joue pas seulement dans les salles de réunion, mais dans la façon dont des habitants ressentent l'usage de l'espace, du bruit et du vide. Au fond, une stratégie vaut-elle encore si le quotidien reste inchangé? Le déclencheur est net. La décision du Tchad de rejoindre l'Alliance des États du Sahel ferme un espace longtemps décrit comme un couloir ouvert pour la projection de moyens extérieurs. Pendant des décennies, N'Djamena apparaissait comme un pivot stable, accepté presque comme un élément naturel du dispositif régional. En quelques annonces, ce pivot se retourne et la continuité Mali-Burkina Faso-Niger-Tchad cesse d'être une simple éventualité pour devenir une configuration concrète que chacun doit intégrer dans ses calculs. Au départ, la bascule semble n'être qu'un ajustement diplomatique. Changement d'accord, redéploiement progressif, révision technique d'un partenariat. La séquence décrite dans la source fait apparaître une dynamique bien plus profonde. Les derniers décollages ne ressemblent plus à des opérations de routine. Ils rythment la fermeture graduelle d'un axe considéré comme acquis. L'expression perte d'yeux et d'oreilles surgit alors, traduisant une inquiétude qui s'affranchit du langage mesuré habituel. Le point de crête survient lorsque le récit met en scène des réactions qualifiées de panique à Paris et des ajustements improvisés du côté du Pentagone. Le Tchad n'est plus perçu comme un simple allié utile. Il devient la pièce centrale d'un dispositif de surveillance reliant Sahel, zone pétrolière libyenne, et bande sahélienne plus méridionale. La perte de ce point d'appui génère un angle mort accru, réduit la capacité d'anticiper des mouvements de groupes armés et brouille la lecture de pression naissante autour des ressources stratégiques. Dans cette montée dramatique, des figures régionales servent de repères implicites. La source évoque l'impossibilité, dans le nouveau contexte, de maintenir une stratégie d'encerclement autour de dirigeants devenus symboles d'affirmation souveraine, parmi lesquels Ibrahim Traoré est mentionné. Le bloc continu que dessine l'AES réoriente ses trajectoires individuelles vers un horizon commun, alimenté par des attentes populaires et par le souvenir de plusieurs décennies d'alignement institutionnel. L'onde de choc se propage ensuite à travers les frontières, les institutions et les marchés. Dans certains secteurs périphériques, la formation d'un couloir continu jusqu'aux abords du Soudan modifie les critères d'évaluation de la solidité du nouvel ensemble. Les administrations réexaminent cartes et procédures, les marchés interprètent rumeurs, signaux contradictoires et changements de posture, les forces de sécurité ajustent leurs réflexes dans un environnement narratif qui n'est pas encore stabilisé. Chaque déclaration, chaque déplacement officiel
chaque retrait visible acquiert la valeur d'un indicateur. L'ordre temporel des événements devient lui-même stratégique. Aucun acteur ne souhaite apparaître en retard par rapport. Face à une recomposition qui s'accélère, la phase de rémanence survient lorsque la poussière retombe sans effacer l'incertitude. Les partenaires extérieurs remodèlent leurs plans, tandis que le vide laissé par la fermeture du couloir tchadien demeure au cœur des analyses. Certains y voient un risque majeur, annonciateur d'une contraction durable des capacités d'intervention. D'autres y perçoivent au contraire un intervalle créatif, une page encore blanche où les États du Sahel peuvent tenter de redéfinir des règles qui leur échappaient jusque-là. Ce glissement clôt la séquence événementielle, un déclencheur clair, une montée dramatique alimentée par la réaction extérieure, puis une diffusion progressive des effets qui redessine perception, institution et imaginaire politique. L'architecture quantitative du récit repose sur trois repères destinés à mesurer le glissement entre un système perçu comme stable et une configuration en recomposition. La logique est celle d'un passage baseline, delta, où chaque chiffre sert d'ancrage avant de révéler l'écart produit par le repositionnement tchadien. Ces repères ne prétendent pas offrir une mesure exhaustive, mais une structure d'interprétation permettant de traduire un changement encore en formation. Le premier repère est temporel, 60 ans. Cette durée fonctionne comme un socle historique, un cycle continu durant lequel les relations entre partenaires extérieurs et États sahéliens sont décrites comme dominées par des flux sortants et par une dépendance institutionnalisée. L'explication associée peut se résumer en une phrase. 60 ans indiquent la persistance d'un rapport asymétrique devenu structurel. Cette baseline temporelle montre que la décision tchadienne n'intervient pas dans un vide, mais à la fin d'une longue période au cours de laquelle les pratiques, les attentes et les équilibres régionaux se sont consolidés. Le delta apparaît lorsque cette continuité se fissure soudainement. Une orientation considérée comme donnée change de direction, modifiant les repères de tous les acteurs impliqués. Le deuxième repère est géographique, 7 frontières. Le Tchad touche la Libye, le Soudan, la Centrafrique, le Cameroun, le Nigeria, le Niger et les zones sahéliennes étendues. Dans le récit, cette valeur n'est pas un simple inventaire territorial. Elle sert d'indicateur de centralité stratégique. Plus un pays possède de voisins, plus son orientation influence plusieurs couloirs politiques, sécuritaires ou logistiques. La phrase explicative correspondante à cette frontière signifie qu'un changement d'orientation affecte plusieurs corridors simultanément. Le delta ici consiste à montrer qu'un seul mouvement, le rapprochement avec l'AES, reconfigure non seulement les alliances, mais l'ensemble des interactions régionales. Un pays n'est plus un point isolé, il devient un multiplicateur d'effets. Cette translation spatiale est au cœur de la recomposition décrite. Le troisième repère relève de l'échelle. L'espace AES est présenté comme plus vaste que l'Inde. Cette comparaison vise à révéler une transformation de volume, un saut d'échelle qui modifie la manière dont diplomates, analystes et populations perçoivent la cohérence potentielle du bloc. L'explication tient en une phrase. Une entité plus vaste qu'un État-continent suggère un changement stratégique d'ampleur. Le delta se manifeste lorsque cette masse territoriale cesse d'être fragmentée et commence à être lue comme un ensemble continu. Dans un tel cadre, la décision tchadienne ne fait plus figure d'ajustement, mais d'élément déclencheur d'un repositionnement de grande portée. Ces trois, ces trois repères, temps long, centralité frontalière, changement d'échelle, forment la colonne vertébrale du raisonnement. Ils permettent de visualiser le glissement d'un système ancien vers une structure émergente. Leur articulation avec les discours souverainistes,
notamment ceux portés par des figures comme Ibrahim Traoré, ancrent la recomposition dans une dimension politique qui dépasse la seule technique des alliances. Le récit montre ainsi que les chiffres n'expliquent pas tout, mais qu'ils révèlent les forces qui travaillent ce moment de transition. Deux interprétations structurent le débat autour du repositionnement tchadien, et chacune s'appuie sur une logique solide lorsqu'on la formule dans sa meilleure version. La première thèse affirme que la réorientation vers l'alliance des États du Sahel constitue une fragilisation durable pour les partenaires occidentaux. Selon cette lecture, la perte de N'Djamena comme point d'appui réduit la visibilité opérationnelle dans un espace déjà instable. Elle entrave la capacité d'anticiper des mouvements transfrontaliers, affaiblit les dispositifs de surveillance et rompt une continuité stratégique construite pendant plusieurs décennies. Surtout, le départ des appareils étrangers crée un angle mort qui accroît l'incertitude sur l'évolution de groupes armés ou sur les pressions autour des ressources. La seconde thèse avance au contraire qu'il s'agit d'un rééquilibrage nécessaire. Dans cette version, le basculement tchadien reflète des attentes populaires longtemps exprimées et une volonté de redéfinir des rapports jugés asymétriques. Le retrait extérieur, loin d'annoncer un vide paralysant, devient l'occasion de reconstruire des mécanismes de souveraineté alignés avec les trajectoires régionales. Les réactions observées dans les marchés, les rues et les zones frontalières indiqueraient que cette recomposition n'est pas seulement institutionnelle, elle répond à un besoin d'autonomie politique et territoriale. Des trajectoires visibles dans la région servent ici de référentiel, notamment celles associées à des figures perçues comme affirmant une souveraineté renouvelée. Le Stillman exige ensuite d'examiner le point de tension entre les deux positions. Toutes deux s'accordent sur un élément. Le vide provoqué par le retrait extérieur est déterminant. Pour la première thèse, ce vide est un risque majeur susceptible d'être exploité par des acteurs hostiles. Pour la seconde, il constitue un espace d'action où les États sahéliens peuvent expérimenter de nouveaux modes de coordination. La réponse la plus robuste consiste à reconnaître que ce vide n'est pas neutre. Il expose des fragilités, mais ouvre aussi des marges de manœuvre réelles. Comprendre le basculement revient donc à évaluer comment les acteurs sauront convertir cette transition instable en dynamique durable. Un vide change tout. Dans le récit, ce point médian marque le moment où la mécanique militaire cesse d'être l'axe principal et où une interrogation idéologique s'impose, révélant que la recomposition en cours ne porte plus uniquement sur la fermeture d'un couloir stratégique. La disparition du dispositif extérieur modifie la manière dont les acteurs interprètent souveraineté, sécurité et autonomie, transformant un retrait technique en basculement conceptuel. Les États de l'AES lisent dans cette ouverture une possibilité de redéfinir leur marge d'action, tandis que plusieurs capitales extérieures y voient une vulnérabilité accrue. Ce contraste nourrit une polarisation croissante. Certains anticipent une fragmentation rapide, d'autres y perçoivent la chance d'instaurer un cadre régional plus cohérent. Les propos attribués à Ibrahim Traoré, rappelant l'artificialité présumée de certaines délimitations, amplifient cette bascule en suggérant que le vide n'est pas un trou stratégique, mais un espace de projection politique. À partir de ce seuil, la recomposition cesse d'être une suite d'événements et devient une lutte d'interprétation où chaque geste public pèse davantage que les infrastructures retirées. Cette transition renforce ainsi l'idée qu'un simple retrait matériel peut déclencher une relecture profonde des équilibres régionaux. Les effets du repositionnement tchadien apparaissent différemment selon les 4 niveaux d'analyse présentés dans la source: l'État, les entreprises, la population et l'ensemble régional. Chaque
angles révèlent une transformation distincte, mais tous convergent vers une même idée. La recomposition n'est pas un simple réalignement diplomatique, elle reconfigure la manière dont les acteurs conçoivent leur marge d'action. Du côté étatique, la transition enclenche une réévaluation méthodique des relations avec les partenaires extérieurs. Le retrait progressif du dispositif étranger oblige les autorités à reformuler leurs priorités, notamment en matière de sécurité et de gestion des ressources. L'attention se déplace vers des mécanismes jugés mieux alignés avec l'autonomie décisionnelle recherchée. Les dirigeants ne rompent pas radicalement avec leurs pratiques antérieures, mais ils tentent d'en réduire les asymétries et l'exemple des pays voisins joue un rôle structurant. Les références à des figures régionales, notamment Ibrahim Traoré, alimentent un imaginaire politique où la souveraineté devient un cadre de comparaison plus qu'un slogan. Pour les entreprises, la source décrit un changement d'équilibre plutôt qu'une transformation soudaine. Les secteurs liés aux ressources, pétrole, or, uranium, deviennent des zones où l'incertitude pousse à reconsidérer les conditions de négociation. Les acteurs extérieurs, longtemps habitués à évoluer dans un environnement prévisible, perçoivent une demande de réajustement. Les entreprises locales, de leur côté, anticipent un espace économique moins asymétrique, même si aucun chiffre précis n'est fourni pour mesurer cette tendance. Ce glissement reflète l'idée qu'une recomposition géopolitique peut infléchir les rapports économiques avant même que les politiques ne soient formalisées. Sur le plan social, la transformation se lit dans l'expérience quotidienne de résidents comme Idriss. Le silence décrit après le départ des avions n'est pas anodin. Il représente une transition sensorielle, un changement de rythme qui matérialise la redistribution des présences. Les habitants interprètent ce vide sonore comme une ouverture ou un risque, mais dans les deux cas, il devient un signal. Les réactions observées dans les marchés, discussions spontanées, attentes nouvelles, comparaisons avec les pays voisins montrent que la population absorbe ces mutations à travers perception, émotion et souvenirs plutôt que par des données chiffrées. À l'échelle régionale, la formation d'un bloc continu allant du Mali au Soudan reconfigure la lecture stratégique du Sahel. Pour les acteurs extérieurs, la fermeture de l'ancien couloir réduit les marges d'intervention et complique le suivi de dynamiques souvent transfrontalières. Pour les États sahéliens, cette continuité territoriale ouvre au contraire la possibilité d'une coordination renforcée. Le récit met en évidence une tension. Un même événement peut simultanément restreindre des capacités extérieures et élargir des options internes. Cette ambivalence explique pourquoi le repositionnement tchadien produit autant d'analyses divergentes. Ainsi, les quatre niveaux convergent vers un constat commun. La recomposition modifie à la fois les perceptions, les attentes et les horizons d'action, révélant un Sahel où aucune trajectoire ne peut désormais être interprétée isolément. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, la recomposition décrite dans la source peut être envisagée à travers trois trajectoires distinctes, que l'on peut lire comme trois scénarios possibles. Dans un premier scénario, correspondant à une ligne de base d'ajustement progressif, si les États de l'AES et le Tchad privilégient une consolidation méthodique, alors la période à venir sera marquée par un rééquilibrage prudent. Les mécanismes hérités seront renégociés sans rupture soudaine, et les partenaires extérieurs conserveront un rôle limité mais fonctionnel. Les autorités chercheront d'abord à stabiliser les frontières, à coordonner les dispositifs sécuritaires et à clarifier les règles économiques. Dans cette trajectoire, l'incertitude persiste, mais la continuité institutionnelle reste suffisamment forte pour éviter des secousses majeures. Dans un deuxième scénario, de trajectoire plus optimiste, marquée par une cohésion renforcée, si la dynamique décrite dans la source, attentes populaires, réactions locales, nouveaux imaginaires souverains, s'intensifie,
Alors les États concernés pourraient accélérer la coordination politique et sécuritaire. Des décisions parallèles, des communications conjointes et des mécanismes harmonisés signaleraient un bloc fonctionnel cherchant à réduire sa dépendance extérieure. Les références régionales, dont celles associées à des figures comme Ibrahim Traoré, joueraient un rôle d'inspiration dans ce processus. Ce scénario suppose que la page blanche évoquée par plusieurs habitants devienne le support d'un projet régional plus intégré. Dans un troisième scénario, plus pessimiste, où l'instabilité s'amplifie, si le vide stratégique est exploité par des groupes armés ou par des acteurs extérieurs cherchant à perturber la transition, alors la période sera marquée par une hausse de tension. Les zones frontalières deviendraient plus difficiles à contrôler et les forces nationales peineraient à stabiliser un environnement en recomposition. Les dispositifs de surveillance, déjà réduits par le retrait d'extérieur, pourraient être insuffisants pour anticiper les dynamiques locales. Ce scénario n'implique pas un effondrement, mais une succession d'ajustements heurtés qui retarderaient l'émergence d'un nouvel équilibre. Dans les trois cas, la clé analytique reste identique. Si les acteurs parviennent à transformer le vide en cadre structuré, alors la recomposition peut devenir une opportunité. Sinon, elle demeure une zone d'incertitude prolongée. La recomposition en cours ne produit pas le même effet selon le point d'entrée du lecteur. Trois publics se distinguent, chacun mobilisant des attentes et des cadres d'interprétation spécifiques. Comprendre cette diversité est essentiel, car elle conditionne la manière dont le basculement tchadien vers l'AES sera reçu, discuté ou contesté. Pour celles et ceux qui suivent de près l'actualité géopolitique, le retrait extérieur et la fermeture du couloir stratégique constituent moins une rupture militaire qu'un signal de changement systémique. Ce public interprète le vide décrit dans la source comme une zone d'analyse à explorer, un intervalle où s'observent les alignements discrets, les redéfinitions de priorités et les signaux faibles provenant des acteurs régionaux. Il s'agit pour eux d'une occasion de repenser les modèles utilisés pour décrire le Sahel. Pour les lecteurs attirés par les trajectoires politiques comparées, le récit sert de matrice de parallèle. Les références récurrentes à des figures régionales dont les positionnements souverains deviennent des repères narratifs éclairent la façon dont les États voisins s'influencent mutuellement. Ce public analyse moins les mouvements de troupes que la transformation des imaginaires politiques, ainsi que la manière dont l'opinion locale intègre ces références dans ses attentes. Pour celles et ceux qui observent l'impact concret sur le quotidien, l'expérience d'Idriss occupe le premier plan. Le contraste entre le vacarme des avions et le silence soudain matérialise une transition que les données abstraites ne suffisent pas à saisir. Ce public lit la recomposition à hauteur humaine. Changement d'atmosphère, perception de sécurité, lenteur des infrastructures, sentiment d'attente. Ainsi, un même basculement peut être perçu comme un tournant stratégique, un miroir politique ou une transformation sensible du vécu. Cette pluralité d'interprétations façonne la manière dont la région absorbera la transition. La transition ouverte par le repositionnement tchadien ne pourra produire des effets durables que si elle s'accompagne d'un mécanisme opérationnel reliant décisions étatiques, coordination régionale et perception locale. Le récit suggère un enchaînement d'étapes capables d'articuler ces niveaux sans les dissocier. Une première étape consiste à clarifier les priorités communes, dans un horizon immédiat de 0 à 3 mois. Les États de l'AES et le Tchad doivent établir un socle partagé: gestion des frontières, circulation de l'information, articulation sécuritaire. La mesure tient à la cohérence des déclarations officielles et à la capacité des administrations à harmoniser leurs messages. Une deuxième étape vise à stabiliser l'interprétation du vide sur une période de 3 à 6 mois. La fermeture du couloir stratégique crée une zone d'incertitude.
Les autorités doivent empêcher qu'elle ne devienne un espace exploitable par des groupes armés. L'indicateur principal repose sur la stabilité des zones frontalières et sur la réduction d'incidents localisés. Une troisième étape consiste à mettre en place des mécanismes de coordination renforcés entre 6 et 9 mois. Décision parallèle, réunion conjointe, protocole minimal de réponse régionale. Ces instruments traduisent la volonté de structurer une cohésion naissante. Les trajectoires politiques régionales, dont celles associées à Ibrahim Traoré, servant de repères symboliques pour valider l'alignement recherché. Une quatrième étape concerne l'intégration des perceptions citoyennes dans un mouvement continu dès les premiers mois jusqu'à 12 mois. L'expérience d'Idriss montre que la réception locale d'une recomposition dépend d'indices sensoriels et sociaux autant que de directives officielles. La mesure repose sur la clarté des annonces publiques, sur la lisibilité des actions menées et sur la diminution de tensions perceptibles. Enfin, une cinquième étape permet d'évaluer la cohérence du bloc émergent vers 12 mois. Le succès s'apprécie à travers la capacité du nouvel ensemble à maintenir un équilibre entre autonomie politique et gestion des risques immédiats. Le récit revient finalement vers l'image première. Le silence qui s'est installé après le départ des avions, perçu par Idriss comme une page encore vierge. Ce silence n'est plus seulement une absence de bruit. Il devient le lieu où se redessine la manière dont les habitants lisent la présence, l'absence, les attentes et les risques. La recomposition géopolitique prend alors une dimension plus intime, une transition qui se manifeste autant dans l'atmosphère d'un quartier que dans les décisions prises en haut lieu. Dans cette perspective, les trajectoires régionales évoquées tout au long du récit, notamment celles associées à Ibrahim Traoré, fonctionnent comme des repères symboliques permettant de donner forme à ce moment flottant. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas un principe abstrait, mais une lecture active du territoire, de ses continuités et de ses discontinuités. Le retour au motif initial montre qu'un basculement ne se mesure pas uniquement en carte ou en alliance, mais dans ce que le silence révèle à ceux qui vivent au plus près des frontières et des anciennes devises. Ce silence, soudain, porte une question nouvelle. Que devient un espace lorsqu'il cesse d'être surveillé pour devenir disponible? Le silence peut réécrire une région. La séquence s'achève sur un paysage encore mouvant, où décisions étatiques, perceptions citoyennes et repositionnements régionaux se superposent sans former un ensemble définitif. Ce moment d'indétermination n'est pas uniquement une contrainte. Il ouvre un espace social où chacun peut réinterpréter le rôle du Sahel, la portée du retrait extérieur et les nouvelles formes de continuité territoriale. Les images évoquées, le silence après les avions, les frontières réexaminées, les trajectoires régionales qui servent de repères, deviennent des symboles d'une transition que les habitants comme les observateurs appréhendent différemment. Dans ce contexte, la discussion publique importe autant que l'analyse géopolitique. Le sens d'un basculement dépend de la manière dont il est partagé, commenté et débattu. Rien n'est figé. Les équilibres se construisent à mesure que les voix s'expriment. Alors, une question demeure assez ouverte. Quelle pourrait être, selon vous, la prochaine inflexion majeure dans la recomposition du Sahel?